Alors que notre pays rentre désormais dans la 5e République, entendons par là nouveau paradigme, nouvelle gouvernance, pour ne citer que cela. À cet effet, nous avons rencontré ce samedi 26 avril 2025 Dame Agnès Togo Tonda, présidente de l'ONG Sortie de l'ombre, à son siège Ciseaux Charbonnage, avec qui nous avons fait la découverte de l'ONG, mais surtout nous avons abordé l'importance d'accorder aux personnes vivant avec un handicap une place de choix dans cette nouvelle République. Je vous remercie d'être passé au siège de l'ONG Sortir de l'ombre et merci déjà de vous être intéressé à la question parce que l'ONG Sortir de l'ombre, c'est une association qui œuvre dans le handicap, principalement pour la surdité des enfants et des jeunes. Mais au sein de l'ONG, on a aussi des membres qui ont des enfants porteurs d'autres handicaps. Et si les personnes dont les enfants portent un autre type de handicap viennent dans l'ONG, on peut les orienter vers des structures adaptées. Je me présente, je suis Madame Agnès Togo-Tonda, je suis fondatrice de l'ONG Sortie de l'ombre, accompagnement des enfants et des jeunes sourds, en abrégé OZO-ASEJ. L'ONG a été créée face à un constat. Au niveau du Gabon, on a une seule structure qui s'occupe des enfants sourds, qu'on appelle communément sourds-muets. Bon, c'est l'appellation qui est répandue aussi au Gabon, mais en général, on ne dit plus sourds-muets, on dit sourds. Mais au Gabon, on dit encore sourds-muets. Dans les pays comme la France, ils disent sourds parce qu'il y a des accompagnements qui permettent à la personne sourde de s'exprimer. Ici, on n'est pas encore arrivé véritablement à ce niveau, donc la personne sourde-muet ne dérange pas même les personnes qui portent ce handicap. Donc, au niveau d'ici, il y a un établissement, c'est l'ENEDA, l'école qui se situe en Nzanyon. Les classes vont du CP1 au CM2. Bon, maintenant, il y a les nouvelles appellations, petites sections jusqu'au CM2. Et après le CEP, il n'y a rien pour ces enfants. C'est aussi l'établissement de l'État qui les prend en charge. Donc, il n'y a rien pour les enfants, il n'y a pas de structure créée au niveau du collège, pour le centre de formation, il n'y a rien. Donc en général, après le CEP, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Les jeunes sont assis, ils ne savent rien faire. C'est pour cela que l'ONG a été créée, pour prendre le relais. Et c'est pourquoi dans l'ONG, on a ce slogan, on dit « Pour que le handicap ne soit plus un frein à l'épanouissement personnel, social et professionnel ». D'accord. Alors c'est vraiment une très bonne initiative parce que évidemment il y a beaucoup de sourds dans notre pays et cette ONG, donc si nous le comprenons bien, a aussi pour objectif d'accompagner ces sourds, ces enfants vivant avec un handicap. L'ONG opère, c'est exactement dans quel domaine, s'il faut être précis? Merci pour la question. Avant de répondre à la question, je vais expliquer ici que ma fille est passée par l'ENEDA. Elle a fait du CP1 au CM2 à l'ENEDA, elle a eu son CEP à l'ENEDA. Et quand j'étais à l'ENEDA, j'étais membre active. Et à la fin du séjour de ma fille à l'ENEDA, j'étais la présidente au niveau des parents d'élèves. Donc je m'occupais de l'association des parents d'élèves. Aujourd'hui, le forum existe toujours des parents d'élèves. Je l'avais créé. Je suis toujours en contact avec les parents d'enfants sourds. Donc, au niveau de l'ENEDA, je collabore avec tout le personnel administratif, les parents et les élèves. L'ENEDA est de plus en plus mieux structurée, les choses avancent. Et comme je disais, puisque après l'ENEDA, il n'y a rien pour les enfants et les jeunes sourds, la première chose dans laquelle l'ONG intervient déjà, c'est l'après-ENEDA. Puisque après le CEP, les élèves étaient envoyés dans les établissements aux alentours de l'ENEDA. Ils ont été envoyés au niveau de Nzanyon, plus les enfants sourds connaissaient Nzanyon, ils ont été envoyés à l'établissement qu'on appelle communément Koweït, ils ont été envoyés à Montalier, ils ont été envoyés à Épi, ils ont été envoyés à l'établissement aux alentours. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de préparation, que ce soit au niveau de l'État, envers les établissements. Donc, du coup, quand les enfants étaient envoyés dans l'établissement, il y avait un abandon aussitôt, rien n'était fait. Donc l'ONG intervient dans le sens où
Si les enfants sont envoyés dans l'établissement public, il faut un accompagnement. En ce moment, ceux qui sont scolarisés le sont à l'N7B, derrière l'école normale. Il y a des enfants sourds qui sont à l'N7B. Et là-bas, jusqu'à présent, on n'a pas d'interprète qui accompagne les enfants, mais l'ONG collabore avec l'encadrement de l'établissement, que ce soit l'administration, que ce soit la direction de l'établissement, que ce soit le service social et psychologie, si bien qu'à notre niveau, que ce soit l'établissement, on s'organise pour accompagner les enfants. On a par exemple vu au niveau du collège de l'N7 des enseignants faire des devoirs adaptés. Il faut les enfants font les cours sans interprète. Ils se débrouillent pour comprendre. Il y a des élèves sourds en 6e, en 5e, en 3e, présentement à l'N7. Ils se débrouillent, mais les enseignants, il y a des efforts qu'ils font. Quand ils font le cours, ils parlent devant les élèves. Le service social est derrière, le service de psychologie est derrière. Et l'ONG est là, parce qu'à l'ONG, il n'y a pas que moi. À l'ONG, il y a non seulement des parents d'enfants sourds, mais il y a des personnes qui ne sont pas des parents d'enfants sourds, qui sont des spécialistes dans le domaine de la surdité. Et il y a d'autres personnes qui ont eu à cœur le sort de ces enfants qui œuvrent. Donc vraiment, à notre niveau, en attendant que l'État prenne le relais, donc il y a la collaboration déjà avec l'N7B qui existe. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui commencent à être faites, puisque la dernière fois, en début d'année, la ministre de l'Éducation nationale est venue sur place à l'N7. Donc, sur le plan de la scolarité, dans l'ONG, il y a des interprètes, donc on réfléchit, on discute, parce qu'il y a des centres de formation que les jeunes sourds peuvent, dans lesquels ils peuvent apprendre. Mais comme ils arrivent, il n'y a pas d'interprète, c'est difficile pour eux, donc on est en train de voir comment faire. On est en train de voir, parce que, bon, Dieu merci, il y a une association d'interprètes qui a vu le jour, en dehors de l'ONG, hein, parce qu'il y a des personnes qui travaillent vraiment pour la surdité. Donc, les enfants ne sont pas encore dans les centres de formation parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. L'ONG intervient au niveau professionnel parce que beaucoup de jeunes sourds, on a fait des recherches dans des entreprises pour eux, pour les jeunes dont les parents ont adhéré et qui ont adhéré eux-mêmes. On a fait des recherches, mais c'est compliqué. Parce que souvent, les entreprises disent comment on communiquera avec eux. Quand on essaie d'expliquer, ils essaient d'expliquer, dire les blocages qu'ils peuvent rencontrer. Donc, on a essayé à notre niveau, on continue d'essayer, mais on s'est rendu compte que l'ONG, pour les enfants et jeunes sourds, il faut, à l'avenir, il faut la mise en place de l'activité génératrice de revenus. Donc, on est en train de nous battre, de voir comment l'État peut mettre cela en place. Il faut que ces jeunes aient à disposition des accompagnements sur le plan financier pour qu'eux-mêmes se mettent à leur propre compte. Parce que je vous assure, beaucoup d'entreprises ont du mal à accepter qu'ils puissent les prendre. Et il y a des jeunes qui ont des talents qu'on n'imagine pas qui peuvent être valorisés. L'autre question, c'est celle de savoir, finalement, combien de membres compte aujourd'hui cette ONG? Je vous remercie pour votre question. Donc, avant de parler de l'ONG, comme je disais, il y a l'association des parents d'élèves. Et l'association des parents d'élèves, quand j'étais là-bas, il y avait à peu près, sur les 100 élèves qui étaient à l'ENEDA, il y avait à peu près 80 parents qui avaient souscrit à l'ENEDA. Et c'est un peu le même nombre qui est toujours là, parce qu'il y a des parents qui n'ont pas WhatsApp, il y a des parents, c'est difficile d'avoir accès à eux. Et donc, au niveau de l'ONG, on a d'abord laissé les parents d'élèves de l'ENEDA dans l'association des parents d'élèves. Parce qu'il y a une structure qui s'occupe de ces parents des élèves au niveau de l'établissement. Il y a une association des parents d'élèves qu'avec l'ONG aussi, on a accompagné pour s'occuper des parents des élèves qui sont dans cette situation. Donc, au niveau de l'ONG, on a d'abord priorisé les jeunes qui sont à la recherche d'emploi, ou bien les parents qui ont des jeunes, par exemple, qui ne sont pas encore scolarisés, ils découvrent que l'enfant est sourd, le handicap. Donc, comme je disais qu'il y a le forum des parents d'élèves, en dehors de ce forum, on a aussi un autre forum, association des parents d'enfants sourds. Parce que à l'époque, quand on était à l'ENEDA, on se rendait compte qu'il n'y avait pas que l'ENEDA, parce qu'il y a des enfants et des parents qui sont en province.
n'y a pas d'établissement pour eux. Donc, on a créé l'association des parents d'enfants sourds pour dire que qui peuvent être scolarisés, qui sont dans les différentes provinces. Donc, il y a le forum des parents d'élèves, il y a le forum des parents d'enfants sourds, où dans ce forum, on cherche les solutions au niveau de la mise en place d'établissements dans les provinces et même au niveau d'ici, au niveau d'ici. Parce que dans le cadre de ce forum, il faut être honnête, on avait travaillé, on a même mis en place un établissement privé. Le collège Andrew Jackson Foster, établissement privé où les enfants sourds qui sont scolarisés, il y a d'autres handicaps qui ont été associés. Donc, du coup, l'ONG n'a pas pris beaucoup de personnes pour le moment. On est dans l'ONG, que ce soit les parents, que ce soit les personnes qui collaborent, que ce soit les enfants, on s'est d'abord été à 40. 40, on a une dizaine d'enfants pour lesquels on cherche de jeunes, pour lesquels on cherche une situation. Et on n'a pas encore trouvé la situation. Et donc, avec ces parents, on a dit, si pour les premiers qu'on a, on arrive à les insérer dans la société, à les aider pour l'emploi, au fur et à mesure, on va intégrer les autres. Donc, pour le moment, je ne vous cache pas, au sein de l'ONG, on s'est d'abord limité à 40 à peu près. Donc, dans les 40, il y a les parents, il y a les jeunes, il y a les professionnels. Merci. Finalement, quelles sont les ambitions, sinon les perspectives? Qu'est-ce que l'ONG entend faire dans les prochains jours pour véritablement prendre à bras le corps ce problème des sourds dans notre pays? Merci pour la question. Bon, au niveau de l'ONG, on attend déjà aussi la publication du rapport du dialogue de l'année dernière, parce qu'il y a eu au dialogue national, on nous a dit que des mesures ont été prises pour les personnes porteuses de handicap, pour les associations qui s'occupent d'eux. Donc, on attend ce rapport, on attend voir ce que ça va donner, mais en dehors de cela, on va continuer à faire des démarches auprès des structures. On a par exemple écrit, je ne vais pas le dire, on a écrit par exemple à la Fondation Ma Bannière, on a écrit aux affaires sociales. Pour le moment, on n'a pas encore des réponses. Donc, on fait des courriers à des structures qui pourraient aider l'ONG parce qu'on sait que nos jeunes ont des capacités, des compétences. On veut les aider. En fait, on compte d'abord sur nous-mêmes parce que si au niveau de l'État, les choses ne se font pas facilement, ou bien au niveau des organismes, il y a un peu des procédures, des attentes à faire. Donc, à notre niveau, on se bat pour trouver des solutions. Il faut avouer que les moyens nous manquent. Les moyens nous manquent parce qu'il y a des jeunes qu'on peut aider à commencer des activités. Il y a des jeunes qui sont recensés, qu'on connaît, les parents sont en attente. Vraiment, c'est les moyens qui nous aident. Justement, les moyens vous manquent. C'est pas facile, nous le savons. Alors, nous sommes en ce moment rentrés dans la 5e République. Nous avons élu un président. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez envoyer à ce président pour qu'il fasse quelque chose pendant son septennat pour les enfants peut-être sourds et bien vivant avec un handicap? Oui, merci. Par rapport au message, que ce soit pour commencer au président et même aux administrations, je voudrais déjà rappeler au niveau des administrations qu'il faut qu'on tienne compte de la présence des personnes vivant avec un handicap. L'ONG est là, elle est spécialisée dans le handicap des enfants et des jeunes sourds, mais comme je vous disais qu'il y a des parents d'enfants portés d'autres handicaps au sein de l'ONG. On a 2 postes, on a 2 mamans qui sont chargées d'autres handicaps. Il y a l'une qui a un enfant autiste, l'autre a un enfant trisomique. On a dans l'ONG des personnes qui ont l'habitude de travailler dans le handicap, même chez les aveugles. Et on a dans l'ONG des interprètes qui ont l'habitude de travailler auprès des jeunes sourds, des adultes sourds même. Et ces interprètes, quand vous communiquez avec eux, ils vont vous dire que dans leur tête, ils se sentent déjà sourds-muets parce qu'ils travaillent avec eux. On a des parents d'enfants sourds, des parents d'enfants portés d'autres handicaps qui côtoient le handicap de leur enfant depuis longtemps,
qui se sont battus à leur niveau parce qu'on a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses. On a des parents, comme je vous disais que dans l'ONG, on a mis certains parents, mais on est en communication permanente avec les parents de l'ENEDA, avec les autres parents du Gabon. Donc, nous voulons une aide à l'ONG, une aide qui permettra à ces jeunes de vivre comme les autres. Parce que quand on va voir par exemple un jeune de 18-19 ans, la vingtaine, il est assis à la maison parce qu'il a un handicap, il ne peut rien faire. On a un jeune qui est par exemple d'un quartier au niveau de Nzan, on a rencontré ses parents. Ce jeune, il a fini l'ENEDA depuis des années, il dessine bien, on peut l'aider pour faire quelque chose, mais il n'y a pas de moyens. Et il passe ses journées assis. On a d'autres jeunes, ils sont dans les provinces, ils sont dans Libreville, ils ont eu le CEP de Puy, ou bien ils sont assis juste parce qu'ils ont un handicap, ils sont assis, ils ne peuvent rien faire. Alors qu'il y a des programmes qui sont faits dans le pays, pour les jeunes en général, il y a des programmes qui sont faits pour les populations. Il faut que les personnes porteuses de handicap soient insérées dans ce programme. Nous demandons à l'État que, lorsque les programmes soient faits, que l'État se souvienne qu'il y a des personnes porteuses de handicap. Pas seulement, non seulement les sourds, mais aussi les personnes qui sont sur les chaises roulantes, les personnes qui sont aveugles. Il y a tellement d'associations qui œuvrent dans le handicap. Il y a tellement de choses à faire avec ces associations que vraiment l'État nous accompagne. Nous sommes, il y a aussi les IMC, qu'on ne peut pas oublier. Nous sommes avec ces personnes-là en permanence, les parents, les jeunes, vraiment que l'État nous accompagne. Et Monsieur le Président, nous sommes fiers du choix que Dieu a fait à votre personne, parce qu'il faut être honnête, tout montre que c'est Dieu qui a voulu que le Gabon avance, que le Gabon progresse. Et Monsieur le Président, vous avez vraiment un bon cœur, comme on le dit souvent. Nous sollicitons l'accompagnement des associations, des personnes qui s'occupent de ceux qui ont des handicaps. Nous sollicitons l'accompagnement. Parce que c'est difficile, ces personnes n'arrivent pas à scolariser comme les autres, n'arrivent pas à faire les formations, n'arrivent pas à travailler. Mais si nous sommes accompagnés, nous saurons comment faire pour aider ces personnes à s'insérer vraiment dans la société. Aux populations, je veux leur dire déjà qu'elles peuvent contribuer à œuvrer pour le handicap, même déjà dans leur entourage. Il faut déjà que dans l'entourage, on considère que la personne, l'enfant, le jeune, l'adulte qui a un handicap, quel qu'il soit, est un être humain comme nous, qui a les mêmes droits que nous. Il faut que déjà, dans notre manière de vivre, dans notre quotidien, on ne les marginalise pas, on les écarte pas, on ne se moque pas d'eux. Qu'au contraire, on sache que ce que nous on fait, souvent c'est plus difficile pour eux, mais on doit au contraire les aider. Au lieu de les enfoncer dans la situation, au contraire, on doit être vraiment un relais, on doit les aider, on doit faciliter leur vie. Et je le dis souvent aux parents d'enfants sourds que j'encadre porteurs de handicap, je dis souvent aux parents que si vous avez 5 enfants, qu'est-ce qu'on remarque en général? Si par exemple un parent a 5 enfants, l'enfant qui a le handicap, c'est l'enfant qui va être considéré comme l'enfant inutile, c'est l'enfant qui va faire toutes les corvées, c'est l'enfant qui va être pénalisé, c'est une mauvaise attitude. L'enfant qui a le handicap doit être considéré au contraire comme l'enfant qui a besoin de plus d'attention. Au lieu qu'on le considère comme l'enfant qu'on marginalise, qu'on néglige, au contraire, on doit renverser la tendance. On doit plus le protéger, on doit plus le favoriser même. On doit mieux l'accompagner. Parce que quand on va dire par exemple que tel enfant a un handicap, on ne le scolarise pas, mais on le fait souffrir davantage. Déjà c'est dur au milieu des autres de vivre comme ça. Si on le bloque dans ce qu'il peut faire, on le fait souffrir davantage. Donc pareil pour les populations. Quand vous avez des personnes qui ont des handicaps autour de vous, quel que soit le handicap, que ce soit les aveugles, que ce soit les personnes qui sont sur les chaises roulantes, que ce soit les enfants autistes, trisomiques, que ce soit les personnes sourdes, muettes, comme on dit souvent au Gabon. Vraiment, soyons pleins d'attention, soyons pleins de compassion. Donc, c'est déjà ce que je peux dire aux populations.
même si les populations ne... Parce qu'il y a des personnes qui viennent, qui collaborent dans l'ONG, mais déjà dans l'entourage immédiat, dans le... Même si ces personnes sont peut-être en dehors du quartier, peut-être dans l'établissement, il y a même les jeunes qui ont l'albinisme, c'est difficile pour eux. Ils ont l'albinisme. Il faut qu'on ait conscience qu'on doit les ménager. On doit les ménager. Et au niveau de l'État, je reviens dessus, il faut que dans les programmes qui sont faits dans la Ve République, on prenne en compte les personnes qui portent le handicap. Nous, le Gabon, on a tendance à prendre la France comme modèle. Quand on va en France, si vous prenez le tramway, si vous prenez par exemple le bus, vous allez vous rendre compte que le tramway qu'on prend, c'est prévu pour les personnes handicapées aussi. Il y a une rampe pour celui qui a la chaise roulante. Si quelqu'un est sur une chaise roulante, il faut qu'il soit en mesure de prendre le tramway. Il doit être en mesure de prendre le bus. L'immeuble qui est construit, il y a une rampe d'accès pour lui. Il y a les ascenseurs. Il faut que tout ce qui se fait, tout soit adapté. Même quand on construit des établissements, il faut qu'on se dise que dans cet établissement-là, il y a aussi des personnes qui ont le handicap. Il faut qu'on se souvienne, il faut que ça devienne un réflexe. On construit tel bâtiment pour l'administration, quelqu'un peut venir avec sa chaise roulante, quelqu'un peut venir, il ne peut pas parler, entendre. Il faut qu'on mette tout en place. Il faut qu'on ait ce réflexe, qu'on intègre ça dans notre culture. Voilà. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle interview.